Bonjour, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et j'ai plein de choses à partager avec vous. Le titre c'est Composite et isolation, une composition postérieure. Je vais tout de suite rentrer dans ce sujet, il n'y a pas de blague belge, pas du tout, sauf pour la traduction simultanée du bruxellois au français, c'est le canal 1 sur les casques, mais sinon vous n'aurez pas beaucoup d'aide pour la traduction. Donc j'essaie de faire mon mieux au niveau du langage et je vais essayer surtout de parler avec les images cliniques que vous verrez. Pour rentrer dans le sujet, en fait, je voudrais vous donner une stratégie dans l'isolation. J'ai vécu pas mal de difficultés avec l'isolation à la digue, dans le sens que à chaque fois je devais gérer des cas excessivement difficiles et puis finalement grâce à mon ami David Dou qui est là, David Gerdol, on a quand même réussi à développer une stratégie pour rendre la chose un peu plus simple. Dans la stratégie, en premier lieu, on a, je dirais, un choix à faire. Est-ce qu'on choisit d'isoler une dent ou est-ce qu'on choisit d'isoler un cadran? Situation d'isolation de une dent, seulement une dent, c'est plutôt rare. C'est plutôt exceptionnel, mais ça arrive. S'il n'y a qu'une dent qui reste en bouche, ben c'est celle-là qu'il faudra isoler. Le but, c'est d'avoir finalement la digue au-delà du niveau de préparation. Et en plus, ce serait bien d'avoir la digue bien inversée dans le sulcus. Vous verrez bien sur les images cliniques ce que je veux dire par là. On veut que la digue soit vraiment intimement en contact avec le contour cervical de nos préparations, de nos cavités, tout ça. Donc si on peut répondre aux deux critères qui sont là, alors on est bon. Mais non, si on va isoler une dent, seulement une dent, c'est clair que y a le crampon, le clan sur la dent même. Ok? Ça c'est un. Inévitablement, on va avoir besoin de quelque chose de plus pour avoir la digue près du contour cervical. L'élément le plus logique à utiliser, c'est le fil dentaire. Ok? Si maintenant le fil dentaire en lui-même ne suffit pas pour créer la distance nécessaire entre votre préparation, votre cavité et la digue, par exemple, il vous faut une petite astuce supplémentaire et là vous rajoutez un petit cordon de rétraction. C'est celui-là qui va vous donner un peu de rétraction, souvent verticale mais légèrement horizontale aussi. Ça fait un peu râler. Par contre, si la digue se replie sur le cordon et si finalement on n'arrive pas vraiment à avoir la limite. C'est pour ça qu'on a dans le tiroir, retenez bien, dans le deuxième tiroir à gauche, il y a le PTFE, le téflon. Et c'est ce téflon-là qui va nous sauver la vie ou la vie du patient ou de la dent à plusieurs reprises, vous verrez bien. Donc là, c'est clair, avec l'expérience, il y aura probablement beaucoup de cas où vous dites « Ah là, je ne vais pas y arriver avec le cordon de rétraction, je vais tout de suite passer au téflon. Parce que là, je vois que j'ai besoin d'une rétraction maximale. » Donc ça, c'est le scénario 1, dent unitaire. Autre scénario, c'est le cadran. Ouais. Cadran, on décide de faire le cadran dès qu'on a un challenge proximal. On ne va pas se compliquer la vie en faisant que 2-3 dents. S'il y a des points de contact à restaurer, on veut un champ large, un accès bien important, bien grand. Il ne faut pas que la digue nous embête, il faut que la digue nous aide, donc un cadran. Bien sûr, on a en distal du cadran une dent qui va servir comme point d'ancrage. Inévitablement, on aura un crampon là-dessus. Okay ? Sur cette dent-là, traitée ou pas traitée, on peut avoir le même scénario. Le même scénario avec le fil dentaire, ligature donc, cordon de rétraction et téflon. Mais quelque part dans ce cadran même, on peut avoir une autre dent avec une cavité un peu plus profonde. Le but, c'est d'essayer tout d'abord de gérer le truc avec la ligature. Si la ligature ne marche pas, étape suivante, cordon de rétraction. Si ça ne marche pas, le téflon. En dernier lieu, si vraiment tout ce que vous avez essayé ne marche pas, peut-être vous aurez intérêt à placer un crampon, un clan sur cette dent en question. Maintenant, vous verrez ça bien sûr en l'image, mais il fallait que je vous donne ceci en stratégie, parce que c'est chaque fois la même stratégie qu'on utilise.
Vous allez voir que dans les cas cliniques, je vais appliquer cette stratégie et là, vous comprenez pourquoi j'insiste et je commence par ce petit scénario ou les deux scénarios que vous voyez ici. Mais non, pour les compos en postérieur, je préfère me faire inspirer par ce que nous donne la nature. La nature nous donne une structure dentinaire qui est plutôt concave et pas du tout convexe. Au niveau énamélaire, on a une surface convexe. Maintenant, trop longtemps, on m'a appris de faire une stratification sur les dents postérieures. Et on me disait dans le temps, d'abord, il faut que tu fasses une dentine un peu convexe, comme ça, tu vas imiter la structure qui va se mettre par-dessus. Mais je me suis rendu compte que finalement, ça prend pas mal de temps, ça, de créer une dentine convexe. Il n'y a pas beaucoup de sens. Et j'ai eu l'expérience, si je fais une structure convexe et je recouvre avec une structure convexe, trop souvent, je termine trop haut. Et puis on a beau faire une morphologie un peu normale, et puis finalement, c'est la fraise qui enlève tout parce qu'on est remonté trop haut. Donc là, je voudrais plutôt simplifier la chose. Et j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut simplifier au niveau de nombre d'instruments qu'on utilise. Le nombre d'instruments pour faire le compo. Par contre, au niveau de matrice, il vous faut quasi tout. Il vous faut vraiment un arsenal de matrices énorme pour pouvoir gérer des situations un peu plus complexes. Je répète, structure concave, retenez ça parce que ça va faciliter et surtout aussi rendre la procédure un peu plus rapide. On gagne du temps en faisant ça. Deuxième élément, c'est il faut avoir quand même une idée basique de la morphologie parce que je peux pas m'imaginer qu'en France on ne fait que des compos plats comme une crêpe. Ça, je peux pas m'imaginer. Donc, je crois qu'on a besoin d'une morphologie basique. Il faut la connaître. Et la clé, c'est si on connaît la morphologie, et si on arrive à la recréer dans la dent, c'est plus pratique, c'est plus simple. Et donc, là, juste pour vous sortir un peu de, je dirais, juste pour vous sortir un peu de la zone de confort dans laquelle vous êtes maintenant, je vous montre ceci, cette image-ci, en fait, c'est un compo. C'est un compo, c'est un recouvrement de cuspide, et il n'y a que du compo. Et en fait, la structure que vous voyez, elle n'a pas été touchée avec une fraise. C'est pas fait à la fraise. En plus, c'est une structure, c'est une morphologie avec une anatomie, structure, morphologie secondaire, tout ça, des fissures, des puits, des colorants, tout ça, ça fait cool hein, sur un écran comme ça. J'aurais préféré de voir ça encore plus grand. Ce serait bien pour mon ego de voir une dent comme ça, aussi grand, aussi bien sculptée. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est de vous montrer le potentiel d'un simple instrument. Est-ce que le patient, est-ce qu'il aime bien avoir une morphologie comme ça? Il s'en fout. Le colorant, il s'en fout. Non, moi je veux pas de colorant dans les sillons parce que là, c'est moche. Non, on fait ça pour la photo. C'est tout. On fait ça quand il y a quelques fabricants qui nous demandent, fais-nous un peu des photos chouettes comme ça, qui nous montrent le potentiel de notre composite. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Finalement, en fin de compte, c'est quoi ce qui est important? C'est que la restauration qu'on fait, c'est qu'on peut la faire dans un temps économiquement justifié, hein, et il faut que ça a une durée de vie quand même assez longue. Mais c'est quoi ce qui est important? Un, c'est que c'est la dent en dessous qu'elle soit propre. Deux, c'est de pouvoir avoir un substrat auquel on peut coller. Trois, il faut créer une zone hermétique. Il faut que la dent soit refermée de façon hermétique le plus longtemps que possible. 4, il faut avoir des points de contact corrects. Et 5, il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit en occlusion, il faut que ça stabilise l'occlusion. L'occlusion, pas quelque chose qui est en sous-occlusion et avoir une éruption secondaire et tout ça. C'est ça qui est important. Mais je vous montre le cas extrême de ce qu'on peut faire avec un simple instrument. Et cet instrument-là, c'est un pinceau. C'est bête, mais c'est le pinceau. Avec ce pinceau, on arrive à faire ça. Vous comprenez que si on arrive à faire ça, cette morphologie avec le pinceau, on arrive à gérer tout, finalement. Il ne faut pas grand-chose de plus. Ouais.
Le pinceau, bien sûr, il est droit. Si on veut l'utiliser en postérieur, il faut tout simplement l'adapter un peu en fonction des besoins. Donc ça veut dire plier le manche. Okay, donc on prend la pince ortho, on plie, et finalement c'est ça qu'on va utiliser en postérieur. Mais non, je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe maintenant. Grâce au pinceau, vous avez créé une petite spatule compo. Petite spatule compo qui, c'est la plus fine et la plus flexible qu'on puisse avoir. Ça c'est un. Deux, on peut l'utiliser 360 degrés autour, indépendamment de l'angle d'où vient le manche. Vous savez, avec une spatule classique, ou même à double, je dirais pas à double tranchant, mais à double usage, hein, un pour le côté droit, un pour le côté gauche. L'inconvénient, c'est à chaque coup, la spatule, il y a toujours une paroi qu'on n'arrive pas à gérer. Et en plus, la spatule, elle est droite. C'est très difficile de créer des morphologies qui sont rondes, convexes, bien douces, avec un instrument droit. J'ai eu trop d'expérience de laisser des traces sur le compo avec la spatule. Et laisser des traces sur le compo, c'est quoi? Ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps à faire un polissage. Vous allez voir, le pinceau permet de faire des choses un peu plus rapides. On a besoin d'un autre instrument, c'est la sonde, la pointe de la sonde, pour juste déposer la bonne quantité de compo au bon endroit. Voilà. Et ensuite, il faut, bien sûr, pour humidifier le pinceau, un tout petit peu de composite primer. Et il en faut vraiment très très peu, juste pour humidifier, juste pour que ça ne colle pas au compo. C'est tout. Il ne faut pas une quantité énorme, parce que sinon ça va vous donner vraiment un truc, un lac de compo, là, ça ne marche pas. Un tout petit peu. Ensuite, il vous faut un composite mixing pad, ça veut dire il faut sortir le compo de la seringue ou de la compule et manipuler le compo avant que vous le mettez en bouche, avant que vous le mettez dans la cavité. J'insiste là-dessus, parce que déjà en sortant de la seringue ou de la compule, il y a des bulles. Et vous risquez d'en rajouter encore plus si vous injectez ça tout de suite dans la dent. Ça ne marche pas pour moi. C'est pour ça que je vous conseille, mettez-le sur un petit mixing pad, manipulez, vous en faites une petite boule type crotte de nez comme ça, bonne consistance, bon volume, et là vous déposez au bon endroit. Et là déjà déposer le bon volume de compo au bon endroit, ça commence à ressembler à une dent. Ouais. Petit exemple, ceci c'est assez simple dans le sens qu'on a beaucoup de références du contour existant. On ne va pas rester dans les cas simples. Je commence avec simple et petit à petit, on va compliquer la situation. On a beaucoup de références. Important pour moi, c'est de mettre la digue avant de commencer. Vous voyez, la digue, elle est déjà là. Ça me fait gagner énormément de temps. J'ai une ligature sur la dent que je soigne et sur les dents voisines. C'est une digue épaisse. Ouais. J'ai marqué l'occlusion et l'articulation. Il faut que je visualise la morphologie existante. Il faut que je sache, est-ce que j'ai des choses à respecter, la crête marginale, est-ce qu'elle est au bon niveau, est-ce qu'elle est en dessous, est-ce qu'elle est au-dessus, les cuspides, est-ce qu'elles ont la même, est-ce qu'elles sont parallèles avec les autres cuspides, le sillon le plus profond, est-ce qu'il se trouve au même niveau que les autres sillons? C'est tous des repères visuels qui vous aident à recréer une morphologie qui correspond et qui ne demande pas une demi-heure de correction. Donc, marquez l'occlusion. Enlever le compo, voir qu'il y a une carie, bien sûr, secondaire qui est en dessous. C'est pas une carie primaire, c'est une carie secondaire. Non, pardon, plutôt, excusez-moi. C'est une carie primaire qui est restée en place. C'est pas une carie secondaire. Il faut avoir un substrat tout à fait propre et puis on peut faire le compo. Ceci, c'est le résultat du compo juste après avoir utilisé que le pinceau. C'est tout. Que le pinceau. Donc vous voyez le potentiel du pinceau, c'est énorme. Est-ce qu'on a besoin d'une structure anatomique secondaire? Non, on peut simplifier la chose. Mais si on arrive à faire ça, on arrive à faire n'importe quoi au pinceau. Ouais. Ceci, c'est clair que ça me permet de réduire le temps de finition. Il n'y a pas grand-chose à polir, honnêtement. Et pensez aussi au collage. Une procédure de collage, dès que c'est fait le collage, ce n'est pas vraiment une adhésion mature déjà. Il faut que ça mature encore. Donc si juste après avoir fait le compo, vous allez taper dessus avec des fraises et des choses comme ça, des caoutchoucs pour
réduire l'occlusion, corriger, polir, tout ça, ça a un effet quand même assez négatif sur l'adhésion même. Donc on risque des déchirures au niveau de la zone hybride, au niveau du contour. Donc le moins qu'on ait le besoin de corriger par la suite, mieux ce sera. Ça nous fait gagner du temps et ça préserve mieux, je dirais, notre restauration. Ça c'est, je dirais, un cas simple. Okay, il n'y a pas de challenge proximal. On a beaucoup de repères. Okay. On va utiliser la même stratégie pour des zones un peu plus difficiles ou pour des zones en proximal. Mais non. Au niveau des points de contact, il y a quelques secrets. Honnêtement. Un point de contact, on le juge comment? On le juge en fonction de est-ce que c'est serré le point de contact? Est-ce que c'est costaud? Et l'anatomie, la morphologie de la crête marginale. Si ça c'est bon, on a un bon point de contact. Maintenant, on utilise des anneaux de séparation et des coins. Si on a un des deux à balancer, à ne plus utiliser, parce que quelqu'un nous dirait un jour, ben à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser un des deux. Vous choisissez lequel, vous gardez lequel. Je crois que tout le monde est d'accord qu'on peut garder, qu'on doit absolument garder l'anneau de séparation. Parce que le coin en lui-même, il sert plutôt à plaquer la matrice contre la cavité, mais pas nécessairement à écarter les dents pour compenser l'épaisseur de la matrice. Dans le temps des amalgames, ça marchait bien, mais c'est différent, il y a du compo là. Et très souvent, et malheureusement, c'est comme ça dans mon cabinet, je dirais 60% des cas, j'arrive pas à mettre un coin. Pourquoi? Parce que c'est trop profond. Si je mettrais un coin, j'enfonce la matrice dans la cavité. Il n'y a pas la zone nécessaire pour faire le coin, pour mettre le coin. Donc je dois remplacer le coin par autre chose pour plaquer la matrice contre la dent. Maintenant, il y a des choses, il y a des situations cliniques qui compliquent la chose. Il y a bien sûr la profondeur des cavités. Comme je disais, si c'est trop profond, le coin, on n'arrive pas à le mettre. Oui. Si la cavité elle est trop large, si la boîte elle est trop large et on n'a pas la paroi de soutien pour notre anneau de séparation, ça ne marchera pas non plus. Donc d'abord il faut en faire une boîte un peu plus étroite pour pouvoir mettre l'anneau de séparation. Donc je dirais que la clé c'est de pouvoir toujours avoir une priorité sur de l'anneau de séparation. C'est celui-là qui est clé. Le coin, vous le remplacez par autre chose. Donc, comme je vous disais, au niveau matrice, il vous faut un peu tout. Mais, j'ai quand même donné un message inconscient peut-être, c'est les matrices et l'isolation, c'est lié ensemble. Il y a une relation intime là, dans le sens, parce que imaginez-vous qu'au niveau isolation, c'est pas top. Vous n'arrivez pas à isoler le truc à fond. Vous allez compenser avec la matrice. Et ce qu'on va faire, c'est on va serrer la matrice à fond en cervical. En cervical, c'est profond. Vous savez tous, si c'est profond en cervical, le contour de la dent, il est plus étroit. Donc, il faut serrer la matrice à fond. Quand on la serre à fond, ça veut dire que on ne peut pas utiliser le potentiel maximal pour aller rejoindre le point de contact. Donc, ça complique les choses. Donc, si on arrive à isoler le champ à 100%, le potentiel de l'usage des matrices, c'est énorme. C'est pour ça que je dis utiliser la matrice, pas comme moyen d'isolation. Un type de matrice. Une marque de matrice ne fera jamais l'affaire. Il faut plus que ça. Il faut, comme je disais au début, beaucoup de matrices. J'ai tout, j'ai Paladin, Danville, Garrison, Triodan, Metafix. Mais j'ai une préférence, bien sûr, pour des matrices qui sont sectionnelles. Donc, découpées si nécessaire, des trucs qui sont adaptés, customisés en fonction du besoin. Parce qu'au niveau du point de contact, il y a la profondeur qui joue, il y a la largeur qui joue, il y a l'espace à gérer et les volumes à gérer. Donc là, je commence avec un cas très simple, une OD sur une prémolaire supérieure. Situation de départ, vous voyez, isolation. Avant tout, on va isoler. 2, on a quoi? Je vais me rapprocher un peu ici. On a le coin en bois. Le coin en bois, pour moi, c'est essentiel dans le sens que, 1, il va vous protéger la digue pendant la préparation. 2, il va pousser sur la papille. Donc, il va vous
créer un peu plus de place pour un système de matrice qui va venir après. Et 3, je peux vous conseiller de le mouiller, le coin en bois là, comme ça au moins il glisse mieux entre les dents et il ne va pas prendre la digue avec soi. Sinon on a un coin sec qui glisse contre la digue, il va écarter la digue et on va avoir vraiment un gap. C'est ça qui va nous permettre déjà une préparation en grande sécurité sans avoir abîmé la digue. Ça, c'est déjà ça. Très souvent, si c'est un challenge qui n'est pas trop profond, comme ici, vous voyez, on arrive à mettre un anneau de séparation, la matrice même, ok. Et il faudra, bien sûr, s'assurer qu'au niveau du contour de notre cavité, les mailles soient bien nettes, qu'il n'y ait pas d'émail non supporté qui risquent de casser, de fracturer pendant la prise du composite. Donc une petite pierre Arkansas blanche fait très très bien l'affaire. Aussi bien au niveau occlusal qu'au niveau cervical, ça marche très bien. Et l'avantage une petite pierre Arkansas comme ça, c'est qu'on peut customiser, on peut faire la forme qu'on veut. On peut en faire un étroit, un chanfré, un épaulement arrondi, tout est possible. Donc je l'utilise aussi pour les tailles de couronne, facettes. On peut customiser et ça n'abîme pas la digue. C'est pas comme une fraise avec des lames comme ça qui rentrent dans la papille ou qui rentrent dans la digue et déchirent la digue. Donc, même si ça touche la digue, ça n'abîme pas la digue. Ici, vous voyez comment un petit coin en plastique qui est sec sur une digue sèche faire remonter la digue. Donc ça prend la digue, c'est à éviter. Donc c'est pour ça que j'aime pas tellement des coins en plastique. Je préfère quand même des coins en bois. Et donc là, vous comprenez que oui, si on met le coin d'abord et ensuite on fait le mordançage, on rince et tout ça, il y a le coin qui va absorber un peu d'eau. Vérifiez toujours si le coin est encore bien en place. Puisqu'il sera mouillé, il aura absorbé un peu d'eau, c'est possible qu'il se déplace. Mais la bonne nouvelle là aussi, dans votre procédure ainsi, la bonne chose c'est que vous avez à chaque étape de votre procédure, vous avez la possibilité de vérifier, de valider votre étape de façon visuelle. Vous validez, si c'est bon, vous continuez. Et ça c'est un avantage énorme dans la dentisterie restauratrice. Si je compare ça à l'endo, je ne fais pas d'endo, mais en endo, imaginez-vous, il y a un instrument fracturé juste au-delà de la courbe là. Là, vous ne le voyez pas, il n'y a pas de contrôle visuel. Et comme en endo, vous devez vous imaginer en 3D ce que vous êtes en train de faire avec la ligne comme ça pour essayer d'enlever le truc. Moi, c'est vraiment... Je préfère la dentisterie restauratrice. Donc là, vous voyez le coin... Il fait remonter la digue, ça peut créer des gaps. Ensuite, ici, etching, adhésif, tout ça, c'est un cas relativement simple, vous savez. Ça va, on gère. Et la matrice, elle est bien étanche partout, à tous les niveaux. Donc là, ça nous arrange de faire le tout et d'avancer. Okay. J'insiste sur vraiment avoir une crête marginale qui est costaud, qui a un volume nécessaire, qui est arrondi. Et c'est là le pinceau aussi qui va vous aider à créer ça. Le volume de la crête marginale, comme vous le voyez ici, pardon, je reviens en arrière, ce volume-là, celui-là, il faut qu'il résiste. Même si vous avez des petites corrections à faire, gardez un volume nécessaire. S'il est trop plat, et il s'arrête comme ça en ligne droite jusqu'au niveau de la matrice et vous devez corriger, vous risquez de perdre votre point de contact ou d'avoir un truc qui n'est pas supporté et puis il va se casser finalement. Donc volumineux. Pour permettre quelque chose de volumineux, bien sûr, il faut la place. Il faut bien avoir la chance d'étudier le cas avant. Donc regardez bien, inspectez, faites de photos, essayez de bien mémoriser la morphologie. On est tous dentistes, donc on a une mémoire visuelle quand même assez bien développée. Utilisez ça. Les excès d'adhésifs peut-être qu'on aurait en proximal, je préfère les enlever au bistouri. Scalpel numéro 12, ça marche très très bien. En plus, puisqu'on a fait la matrice d'abord, et ensuite le mordançage, et puis le bonding,
je dirais que, ok, c'est pas collé à fond, puisque cette surface-là, elle n'a pas été mordancée. Donc ça s'enlève très facilement au bistouri. J'essaye d'éviter des fraises et tout ça pour passer en proximal. Si j'arrive à avoir une adaptation maximale de la matrice et puis un petit bistouri, souvent ça suffit. Il ne faut pas plus que ça pour terminer. Et donc là, vous voyez, le volume de la crête marginale, il est là. C'est ça qu'on retrouve. Mais non, c'est clair, pas chaque morphologie existante, ou pas chaque espace en bouche permet d'avoir une morphologie aussi bien dessinée. Hein. Vous allez voir, j'ai d'autres cas à vous montrer. On en est où pour le temps? J'ai fait quoi jusqu'ici? On est bon, hein? Oui, on est bon. Jusqu'ici? Oh, parfait. Ouh là là, c'est bien. Ok, on passe à un cas un peu plus difficile. Dans le sens que dans l'isolation, il y a un petit piège là. Dans l'isolation, il y a un piège parce qu'il y a une dent sur un plan. Vous comprenez tous? La dent sur un plan, au niveau coronal, la face occlusale, vous avez une dimension normale. Mais au niveau cervical, au niveau de la gencive, vous avez quoi? Vous avez un petit cylindre. Si vous avez un cylindre, par contre, pas un volume normal ou de base de racine normale, c'est clair qu'il vous faudra beaucoup plus de place entre les perforations dans la digue, entre ces deux dents-là. Ouais. C'est comme une fausse poche dans laquelle la digue va se glisser. Prévoir un peu plus de digue. La digue, comme je vous disais, de préférence bien épaisse, comme ça elle pousse bien, elle repousse bien sur les papilles. Et 3, une digue épaisse, même s'il y a des points de contact difficiles à passer, vous avez moins de risque d'avoir des déchirures. Petit tuyau à vous donner, si vous passez une digue entre les dents, de préférence, faites-le avec les doigts et le fil. Pas d'autre instrument à utiliser pour faire passer une digue entre les dents, sinon vous allez déchirer le truc. Ici, on met la digue. Voilà, la digue est en place. Vous allez voir que j'utilise aussi les coins. Et là, vous voyez un peu en fonction de la profondeur, en mésial, on a quelques difficultés dans le sens que le coin n'est pas vraiment à fond en dessous du niveau de notre cavité future, puisque c'est une carie un peu profonde. Très probablement, en mésial, je ne garderai pas d'émail. Je resterai en dentine. Il y a toujours un moment critique dans lequel vous vous dites, ah mince là, la toute petite dernière couche que j'ai à enlever, si je fais ça à la fraise, il y a peut-être un danger. Donc ce que je fais souvent pour les fonds de cavité, tout ça à enlever, en fait c'est un petit insert, ultrason, voilà, un petit ultrason. Pour ça, un autre cas, ici vous voyez, le fond de cavité, je l'enlève à l'ultrason. C'est sans danger de perforation, de chambre pulpaire et tout ça. Ça, c'est cool pour enlever les derniers bouts d'amalgame, fond de cavité. C'est plus sécure que la fraise. Ainsi, j'ai enlevé le dernier bout pour le cas qui était là. Et là, vous voyez, en mésial, on aura quand même un petit challenge. Le challenge dans le sens, on revient à la stratégie. Si le fil de rétraction ne suffit pas, la ligature au fil dentaire ne suffit pas, peut-être un petit cordon ou peut-être le téflon, c'est ce qu'on va faire ici, mais juste localement à cet endroit-là. On nettoie et là on voit que vraiment en profondeur, en mésial, on ne garde pas d'émail. Pour créer un peu plus de place, un tout petit peu de téflon. Donc tiroir à gauche, le deuxième c'est celui-là, c'est le téflon. Okay, c'est juste là où nécessaire, on crée un peu plus d'espace pour la matrice et pour tout le reste. Là, petit détail. La vie est nulle sans bulle, sauf dans l'adhésif. Ce que vous voyez, les bulles là, dans l'adhésif, c'est quoi? C'est l'effet secondaire d'avoir remué comme un fou avec mon petit microbrush, et c'est de l'OptiBond-Tevel. Donc si je fais de l'OptiBond-Tevel, je dois être très précis, très lent, pour bien répartir l'OptiBond-Tevel, mais pas remuer comme un fou, parce qu'alors j'ai introduit des bulles. Si on ne voit pas ça, si on n'a pas la validation visuelle que tout est bon, il y a un petit problème là. Si cette bulle-là se trouve au niveau critique, c'est foutu. Okay, ce qu'on voit ici, c'est une petite adaptation locale. J'ai mis un petit coton, là, un petit coton pour aller refermer et pour aller plaquer mieux encore la matrice contre la dent.
Si je fais le coton, je peux seulement le faire après avoir fait, bien sûr, mordançage, rinçage et tout ça. Parce que si je fais d'abord le coton et puis je rince, il va absorber de l'eau, c'est pas bon. Donc c'est ou le coton ou c'est du téflon pour, là où nécessaire, plaquer la matrice un peu plus contre la dent. Ça peut se faire en vestibulaire, en palatin, en cervical. Ici, c'était seulement nécessaire en cervical. Okay, le petit coton. Et ainsi, on peut commencer à remonter la dent. Vous allez voir, il y a un petit surcontour en mésial. Pourquoi? Parce que la prémolaire juste à côté, en distal, il faut la refaire encore, une autre session. Oui. Donc là, vous voyez, c'est assez costaud, c'est surcontouré, mais je préfère un petit surcontour et un point de contact à ce moment-là, et un petit reshaping par la suite, une fois que je fais la deuxième dent. Vous voyez aussi que je fais d'abord ma crête marginale la plus complexe. Je commence toujours avec la plus complexe, la plus profonde, la plus risquée. Comme ça, c'est géré. Commencez avec le plus difficile. Ne gardez pas le difficile en dernier, parce que si c'est en dernier, vous êtes fatigué, vous en avez marre, les 2 prochains sont dans la salle d'attente, il y a du stress. Donc là, le plus difficile d'abord. Vous voyez, en mésial, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de coin, il n'y a plus d'anneau de séparation. Donc je veux vraiment pousser tout d'un coup. En premier lieu, faire le point de contact, enlever tout, et puis pousser tout dans l'autre sens pour avoir vraiment un potentiel de point de contact maximal. Voilà. Hop et hop. À nouveau, le résultat de la morphologie, c'est tout simplement le pinceau. Et vous voyez de nouveau, on a des volumes de crête marginale assez importantes. Mais non, je vous donne un petit exemple de dentisterie que je vois tous les jours en Belgique. C'est du trilaminaire, hein, c'est des stratifications 3 couches. Première couche en top, mais qui est déjà enlevée maintenant, c'était du compo. La couche en dessous, c'était de l'amalgame. Et la couche en dessous, c'était carie. Dentisterie esthétique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on trouve ça tous les jours. Toutes les semaines, j'ai un cas un peu bizarre comme ça. Vous voyez, si on ne prend pas de photos, on a quand même du mal à expliquer aux patients ce qui se passe. Là, hein. Parce que vous allez passer 1 heure à travailler dans la dent. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il fout pendant 1 heure dans ma dent? L'autre, il faisait que tout en 15 minutes, 20 minutes au maximum. C'est quoi le problème? Mais voilà, ça c'est le problème. Ici, on a un petit souci, je dirais, ou un petit challenge, c'est de répartir les volumes entre les 2 dents là, parce que j'ai 2 cavités, l'une qui touche l'autre. 2 cavités adjointes. On nettoie tout, ok. Ce serait bien d'éviter un surcontour de la première dent. Ouais. Éviter un surcontour de la première dent, on peut le faire comment? On pourrait pourrer une des 2 cavités avec du téflon. Comme ça, vous avez un support pour supporter la première matrice. Mais vous pouvez aussi placer les 2 matrices en même temps. Comme vous voyez sur l'image gauche. Les 2 matrices sont placées de façon passive, mais l'une matrice supporte l'autre. Donc, automatiquement, vous avez une bonne répartition des 2 volumes. Par contre, au niveau cervical, ce n'est pas encore étanche. Il y a des gaps, il y a des ouvertures. Donc, je dois plaquer la matrice contre les dents. Et je préfère le faire simultanément sur les 2 ensemble. Comme ça, au moins, ma procédure de collage, je peux la faire simultanément sur les 2 dents, à la fois. Ça nous fait gagner du temps. Donc, je mets un petit coin en plastique ici, puisqu'il est un peu plus large. Par contre, il y a encore des gaps. S'il y a des gaps à fermer, je ne vais pas mettre un 2e coin. Il n'y a pas de place. Il faut juste une petite correction secondaire, 2e tiroir à gauche, téflon. Vous mettez un tout petit peu de téflon en mésial d'un côté, un tout petit peu de téflon en distal de l'autre côté, et ça ferme vraiment la petite gap en cervical, le petit gap en cervical. Donc tout est bien étanche, bien refermé. Et ensuite, vous pouvez continuer. Ce que je ferai ici, finalement, c'est remonter la marge d'un petit millimètre sur l'une et sur l'autre. Ensuite, faire le point de contact pour une des 2, ok. Et une fois que la surface mésiale, je dirais, de la 6, une fois que la surface mésiale de la 6 elle est faite, alors j'enlève la matrice de la 6, je garde la matrice de la 5 en distal, et je garde l'anneau de séparation pour refaire mes 2 parois. Une fois que les parois sont faites, c'est clair que je m'amuse à faire la morphologie occlusale. Et ça devient très simple. Hein, c'est simple comme bonjour, une petite occlusale. Là, vous voyez, juste après, ceci c'est le follow-up après X temps, quelques années.
Donc là aussi, 2 points de contact à gérer, mais c'était pas excessivement profond. Vous vous dites, bah oui, je fais ça tous les jours, rien de neuf. Ça va venir, attendez, je tiens le suspense. Ici, ah, ça c'est le challenge, ça. Ça, par contre, c'est le challenge. Ça c'est la crêpe. Ça c'est la crêpe. Et on me demande, on m'envoie le patient et on me dit, bah, Stéphane, tu peux me remplacer les 2 compos parce qu'il y a un petit attrape-manger là entre les dents. Un petit attrape-manger entre les dents. Ah oui, je regarde le patient et c'est pas mon patient. Le patient, il est 2 heures dans la voiture pour arriver chez moi. Je prévois un rendez-vous de, je sais pas, 1h30, un truc comme ça. Je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais vu de radio. Allez, il faut faire les 2 compos. Je dis, bah non, je vais pas faire les 2, je vais en faire qu'un. C'est déjà assez. Et c'est pas mon patient. Il n'y a pas seulement un problème, vous savez, d'attrape-manger, non. Il y a un problème fonctionnel là. Je dois lui parler de la fonction. Donc gentiment, diplomatiquement, je dis, mais ok, c'est votre dentiste qui sera responsable de la solution de... on explique tout, hein. Mais je suis responsable maintenant de m'assurer qu'il n'y a pas de carie qui reste dans la dent. Je dois vous donner une bonne fondation en compo qui est bien étanche, et ensuite on peut faire tout ce qu'on veut. Si on veut faire l'endo après, on fera l'endo. S'il vous faut des onlay, je vous envoie chez David. Tout est possible après. Okay. Challenge, c'est la profondeur. Mais regardez bien les cas. Donc, morphologie spectaculaire, non, pas du tout. Ce n'est pas des points de contact, c'est des surfaces de contact. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, si vous avez une cavité profonde et très large, votre choix de matrice sera bien sûr, ce sera différent. On isole le cas. Et vous savez, à chaque reprise, c'est déjà la 4e fois qu'on a réparé la dent. Et à chaque fois, c'est le même bout qui casse. Chaque fois, le dentiste décide, ah ouais, on va pas remonter aussi haut, on va réduire un peu le volume, comme ça, il n'y a pas de contact. Il y a la molaire du bas, bien sûr, qui va érupter avec sa cuspide buccale, et ça gratte et ça casse. Donc on perd vraiment un volume ou une hauteur de couronne occlusale, c'est fameux. Ok, je dois gérer ça. Isolation, vous voyez la digue, elle est là. Et vous voyez un petit pli de digue là, en distal, il y a un petit pli dans la digue. Vous croyez, mais il a mis trop de digue là, il y a trop d'espace. Non, parce que je sais qu'il y a un challenge important. Donc si je vais devoir aller profond à cet endroit-là, eh bien là, ok, je vais devoir enfoncer la digue encore plus loin pour dépasser au-delà du niveau de la cavité. Ah, là, vous voyez en détail, ah oui, le coin en bois, il n'a pas mis. Il n'est pas aussi discipliné qu'on croyait. Ben non, j'ai pas mis les coins en bois parce que je savais que là, ça ne marcherait pas. Maintenant, c'est le moment de, vous savez tous, à gauche, 2e tiroir, le téflon. C'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas les 2 en même temps. Si je sais, ce sera un peu plus difficile, je ne vais pas ouvrir les 2 en même temps. Imaginez-vous que j'ouvre les 2 en même temps. Je n'ai plus la paroi mésiale comme support, ni pour la matrice, ni pour bourrer le téflon. Bon, je garde la paroi mésiale de l'assiette. Ok. Et là, on bourre le téflon. Voilà, téflon en place. Comment mettre le téflon? C'est un autre cours. Hein. David, on donne des cours privés sur la pose du téflon. Hein. Téflon, on bourre. Non, le secret du téflon, c'est quoi? C'est de ne pas le compacter à fond. Il ne faut pas en faire un cordon de rétraction. Il faut garder un potentiel de compaction. Ouais. Et il faut que l'instrument que vous utilisez pour l'enfoncer soit légèrement mouillé. Il faut que la digue soit sèche. Voilà. Il faut souvent un 2e instrument pour stabiliser le téflon. Donc ce n'est pas la plus simple des choses, mais c'est la seule chose que je peux faire pour créer la distance nécessaire ou le champ contrôlé. Là, vous voyez, maintenant, je peux à mon aise commencer à enlever la carie, à nettoyer. J'enlève tout. Vous voyez, la dent, elle est fracturée, donc j'aurai quand même en plus un recouvrement des 2 cuspides à faire pour éviter qu'entre-temps, la dent se fracture encore plus. Et là, vous voyez la cavité nettoyée. Mais c'est clair que la présence du téflon ne permet pas la pose d'une matrice. Donc, on prend une grande spatule épaisse avec laquelle on déplace le téflon. On va déplacer le téflon en mésial de la papille. Donc on va enfoncer le téflon encore plus loin entre la papille et entre
la cavité distale pour arriver à ceci. Maintenant, j'ai créé la place pour la matrice. La place, elle est là. Quelle matrice choisir? Je dis, oh, aujourd'hui, je vais tester la triodent. Je viens de la recevoir, ils m'ont demandé, tu testes un peu là? Je dis, on va l'essayer. Les matrices qui vont avec, de ce type triodent V4, c'est ces matrices un peu space, qui sont en métal et qui permettent la transmission de lumière. C'est cool, mais c'est nul. Dans le sens que c'est pas ça qui va faire la différence, honnêtement. Il faut une matrice qui soit bien adaptée. La matrice en elle-même, elle est bonne, mais il ne faut pas se concentrer là-dessus. Regardez la morphologie de la matrice. Elle est bien pensée. Elle est super bien pensée, parce qu'en occlusal, vous avez, je dirais, l'embrasure occlusale, la crête marginale, qui est arrondie, c'est dans la matrice. Mais pour en profiter, il faut que la matrice soit au bon niveau. Donc très souvent, il faut découper un bout en cervical pour que ça descende assez bien. Pour ce cas-ci, malheureusement, elle est trop bombée, elle est très convexe, elle est trop convexe, ça ne marche pas. Elle est trop souple. Vous vous imaginez en profondeur, en cervical, il y a du téflon, il y a la gencive, il y a de la digue, j'ai bourré, ben, il y a une pression là. Ceci, c'est trop mou. Donc, j'ai trouvé une autre solution, heureusement. C'est la métafixe de Shecker. Je prends la partie cervicale, où avec l'extension, je découpe cette partie-là. Et ça me donne la matrice idéale pour ce cas-ci. C'est pas trop bombé, c'est un peu plus rigide. Ok, je vais l'utiliser et je vais la mettre en place. Regardez, hop, elle est en place. En place passivement, ok. Je l'ai mis en place, mais pas plus que ça. Donc il n'y a pas encore d'anneau de séparation, il n'y a pas de coin en bois. Coin en bois, on oublie, ça ne marche pas, il n'y a pas de place pour un coin en bois. Anneau de séparation, ah oui, anneau de séparation, oui. D'abord l'anneau de séparation, parce que si je m'amuse à mettre du téflon en profondeur, peut-être la matrice elle s'enfuit avant d'avoir une situation stable. Donc d'abord, anneau de séparation. Vous voyez, il y a encore un petit gap, c'est pas fermé, c'est pas bon. Il faut caler plus. D'abord l'anneau de séparation. Si vous mettez l'anneau de séparation, mettez-le en distal et laissez-le glisser de distal en mésial. Comme ça, au moins, les deux bouts de la matrice, vous enveloppez la dent avec. Pas de mésial en distal, parce qu'alors vous écartez et vous créez des gaps encore plus importants. Une fois que vous avez une stabilité là, vous mettez du téflon. Vous mettez du téflon pour avoir le résultat final, comme celui-ci. La matrice bien plaquée à fond contre le fond de cavité, ou dans la marge finale. On va faire notre procédure adhésive. Et comme je vous ai dit là tout de suite, la vie est nulle sans bulle. J'espère que vous verrez ça. Ah oui, il y a une bulle là. Elle est exactement au niveau du joint entre le fond de la cavité et la matrice. Donc, je suis quand même heureux de pouvoir valider, oui ou non, cette phase de ma procédure. J'ai vu la bulle, je l'enlève. Vous comprenez bien que je ne vois pas la bulle comme ça. Il me faut quand même un moyen de grossissement. Il faut plus que réduire la distance entre les yeux et la dent. Il faut plus que ça, ouais, pour voir ces détails-là. Une fois que c'est géré, on fait le point de contact en distal. Vous voyez, en distal, je fais tout. Ensuite, du compo fibré en occlusal, pas en occlusal, mais dans la partie centrale, remplacement dentinaire avec un compo fibré renforcé aux fibres, et puis en mésial. Vous voyez, en mésial, il y a l'anneau, il y a le coin. En distal, j'ai enlevé tout, sauf le téflon. Le téflon, vous le gardez, parce que si vous l'enlevez, ça commence à saigner. Ouais. Et puis, on fait la paroi mésiale, et puis, hop, vous voyez, c'est pas la morphologie super cool, ça fait un peu MacGyver, mais pas plus que ça. C'est vite fait, bien fait, non? On n'a pas beaucoup de place pour faire une morphologie un peu exotique, là. Mais il n'y a pas de sens à faire ça. Le plus important, c'était d'avoir un truc étanche, hermétique, et d'avoir fait peut-être une petite relevée de marge si par après on fait un onlay. Vous allez comprendre, ça rejoint bien l'histoire de David. Il me reste combien de temps? Dites-moi. 5 minutes? Oh, David.
5 minutes. 5 minutes alors. Vous savez, ça devient complexe quand, mais si vous avez un contour dedans qui n'est plus convexe. Parce que vous comprenez, la digue ne va pas vouloir rentrer dans une zone concave. Exemple, c'est cet exemple-ci. Ouais, hop, la cavité. Et là, ah oui, on voit la papille. Il y a quoi dans le tiroir à gauche? Téflon. Vous mettez le téflon et la pression du téflon bourre le tout. Vous avez créé un accès visuel et un accès d'instrument qui, en même temps, va vous permettre en fait de faire la remontée de la marge, mais à main levée. Il n'y a aucune matrice qui, en même temps, est concave au niveau cervical et convexe au niveau occlusal pour se rendre et pour aller joindre la dent voisine. Donc ça, c'est fait à main levée. À gauche, vous voyez le niveau. À droite, vous voyez le petit bout de bourrelet de compo que j'ai rajouté pour finalement transformer ceci en contour plus ou moins convexe. Et avec des niveaux de cavité bon niveau qui permettent ensuite un coin en bois sans problème. Donc ça permet quand même de gérer la situation et d'avoir un compo. Là, je fonce. Je veux absolument terminer dans les 5 minutes. Vous voyez le résultat du compo direct. J'aurais préféré un truc indirect, hein, c'est clair, mais le patient n'a pas les sous pour faire l'indirect, donc je dois faire un petit miracle en compo en direct. Et le dernier cas, c'est ce que j'appelle le cas Nike, le cas Just Do It. Dans le sens que si on commence à réfléchir, je vais faire quoi ici? Ben non, ça n'avancera pas. Vous ouvrez le tiroir gauche, et là vous continuez. Vous allez comprendre. Situation de départ, voilà, hop. Et c'est un patchwork. Il y a du compo, du verre ionomère, de l'amalgame, c'est un peu tout. En plus, c'est un prothésiste, ça. Il me dit, Stéphane, tu peux me sauver la dent, là, parce que... Vous savez, regardez. Ah, ouh là là, ça c'est on est dans la merde. Ah oui. Et là, vous commencez à vous demander, mais j'avais quoi laissé dans le deuxième tiroir à droite? À gauche, c'est le téflon. À droite, c'est quoi? C'est la pince d'extraction, des implants. Ça, c'est du côté droit. Mais ici, je me demande, je vais faire quoi? Je vais quand même faire un petit essai. Donc, on commence, on bourre le téflon. Ça, c'est fameux, ça. Téflon. Voilà, téflon en distal. Et puis, on nettoie. Voilà. Et finalement, il faut faire le tour, il faut faire un 360 en téflon, comme ça, pour avoir les limites et les marges visibles. Et vous voyez, c'est pas évident. Le secret, il n'y a pas de secret. Oui, il y a le secret, c'est isolation, téflon. Mais le secret, c'est quoi finalement? C'est 3 choses. Avec ces 3 choses, j'arrive à en faire ceci. Ok? Je peux en faire une base correcte pour faire un truc... collé à la gerdole, un truc un peu gerdolesque, comme on dit, mais ça marche bien, ça. Ah, vous allez voir, ça marche super bien. On peut faire des onlets en IMAX là-dessus. Mais il vous faut 3 choses. Première chose, c'est la passion. Je crois, avec une salle comme celle-ci, on est bon. Vous me semblez tous heureux, sauf celui-là, là, il s'était endormi 2-3 fois, mais c'est pas grave. 2, il faut une conviction. Il faut avoir la conviction, ce que vous avez vu sur l'écran ici aujourd'hui, que vous arrivez à faire vous-même. C'est pas très complexe. Je suis pas né comme dentiste, moi. Je suis pas très adroit. Il faut être convaincu que vous pouvez faire la même chose. Et puis, il faut avoir la détermination que si ça ne marche pas lundi, vous réessayez jusqu'au moment où ça marche. Il faut continuer à refaire l'essai pour que ça marche. Avec ces 3 choses, vous y arrivez. Voilà, je crois que c'est une bonne façon de terminer cette présentation. Grand merci à vous et je suis prêt à répondre aux questions, s'il y a du temps. Merci beaucoup Stéphane pour cette magnifique présentation. Et donc, on a en effet quelques petites questions à te poser avec Alain. Donc, on va commencer
Alors Stéphane, tu as beaucoup parlé du téflon. Manifestement, beaucoup de gens se posent la question de où tu achètes ça et quel instrument tu utilises pour le bourrer, comme tu dis. On achète chez Leroy Merlin, Bricorama, donc tout. Ouais, donc on en a pour du gaz, on en a pour l'électricité, donc on a différentes épaisseurs. On peut stériliser, donc on peut découper des petites bandes, les packager, les mettre dans un petit package et puis les mettre dans l'autoclave, donc c'est tout cool. Voilà. Et l'instrument de préférence un instrument qui ait une surface suffisamment arrondie, donc pas serrée comme ça avec des petites pointes. Ça peut être une sonde paro avec une petite boule comme ça, une spatule assez large. Il faut avoir une surface de contact suffisamment importante. Si vous avez un instrument trop plat, l'instrument s'enfonce dans le téflon colle contre, vous retirez l'instrument et le téflon reste collé à l'instrument. Donc ça ne marche pas. Un truc arrondi, un peu large. Tout ce que vous voulez. Alors, tant qu'on est également dans les références, au niveau du pinceau, référence pinceau, quel type de poil, c'est fait de comment? Des poils de caviar, non, je sais pas. Ça, la brosse que vous avez, le pinceau, c'est le pinceau de chez GC. C'est un pinceau laboratoire. Round Tip Brush, le pointu, voilà, le petit Round Tip Brush de chez GC. Alors toujours dans les références, pour la digue, marque de digue en particulier en latex Nictone, c'est mexicain. Ça a le goût de salsa piquante. Nictone épaisse, il faut que ça soit épais. Épais, en non latex. Ce qui marche très bien, c'est du Sigma Dental Systems, c'est allemand, et ça s'appelle Isodam, aussi en version heavy. Est-ce que tu mets des fonds de cavité dans tes... Non. Ok. Jamais. Très bien, Stéphane. Non, en fait, j'ai deux approches. La première approche, c'est une approche Total Etch. Deuxième approche, c'est une approche etching sélectionné de l'émail et puis un self-etching primer avec bonding sur la dentine. Ça, c'est une option. Et l'autre option, c'est vraiment faire un sandwich. Mais un sandwich fermé, un verre ionomère classique de base comme remplacement de dentine et puis par-dessus du compo. Deux options possibles. Et pas réellement des fonds de cavité en dessous du compo. Non. D'accord. Pour la digue, est-ce que tu utilises les wedgets? Non. Ok. Non, j'en ai pas besoin. On pourrait les utiliser, c'est pas défendu. C'est pas parce que je ne l'utilise pas que c'est défendu, mais je ne vois pas beaucoup d'intérêt à utiliser, sauf à bloquer quelque part un truc. Mais c'est pas ça qui va faire la différence dans les zones complexes, difficiles. Il faut une pression dans les zones critiques en cervicale. C'est ça qui rend la chose vraiment, qui fait la différence. On reste toujours un peu dans tout ce qui est matériaux référence. Qu'est-ce que tu penses des bulks? Je sais pas. J'ai pas d'opinion puisque j'utilise pas. Donc je n'ose pas exprimer sur les bulk fields, les bulk, les compos en masse. On met 4 mm, on met la lampe, et puis ça c'est du bulk. Non, vraiment, j'ai pas d'expérience avec les bulks. Je préfère que les autres essayent et puis je verrai bien dans 4-5 ans ce que ça donne. Tu utilisais des composites fibrés. Oui. Dans quel cas de figure Un recouvrement de cuspide ou un remplacement de cuspide, là où vraiment le volume de dentine est important à remplacer, on a intérêt à utiliser un compo fibré parce que, je dirais, en anglais, c'est the load bearing capacity augmente avec un truc fibré en dessous. Donc ça a été bien prouvé. Des dents dévitalisées, comme remplacement de dentine dans la chambre pulpaire et pour remonter. En dessous d'onlay aussi, on peut utiliser Hein, David, tu peux confirmer qu'en dessous d'un onlay, on peut faire un truc fibré aussi, comme base dentinaire. Voilà. Des trucs qui sont grands, trop grands pour vraiment se dire, OK. Le problème avec des compos en grand volume, c'est la fracture à travers le compo.
Donc si on a un truc renforcé en fibre, il y a moins de risque de fracture, bulk fracture, on a moins de risque de bulk fracture. Voilà. Dans des cavités fort sous-gingivales, Oui. Est-ce que tu fais jamais de gingivectomie, élongation coronaire? Non, pas vraiment, puisque j'essaie de gérer à la digue. Je vois que trop souvent, on va sacrifier des papilles et des trucs pour compenser un manque d'efficacité d'isolation. Je vois des gens faire des rallongements de couronne là où c'est pas nécessaire, où vraiment la zone biologique n'est pas vraiment violée, mais on n'arrive pas à gérer le truc, on enlève la papille. Mais non, ça rentrera. Non, c'est pas comme ça que... C'est clair, si vous avez une carie ouverte et puis entre-temps, il y a vraiment un grand bout de gencive qui est venu se mettre dedans, c'est clair, on peut donner un petit coup de bistouri électrique pour enlever ça. On ne va pas s'amuser à pousser un excès de papilles proliférer comme ça. Non, mais pas de façon systématique pour... non. Quelle est la limite pour toi entre le direct et l'indirect? Le pouvoir financier du patient. Bonne transition. C'est à évaluer cas par cas. Et ça dépend de ce que vous arrivez à vous faire en direct. C'est clair, si je dirais, dès qu'on a une cuspide à remplacer, je dirais de l'indirect. Mais ok, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours abordable avec le patient. Au niveau sous, je fais des couronnes entières en composite si le patient n'a pas le budget. Ça marche bien, mais ok. Donc est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a une limite, mais je ne peux pas vous la donner, puisque je peux être vraiment très sec et vous dire, la cuspide, c'est l'indirect. J'aimerais bien, mais il faut que le patient puisse le payer l'indirect. Écoute, une bonne transition. Justement, le facteur économique revient assez souvent. Oui. Est-ce que ces soins sont chronophages? Est-ce qu'ils sont économiquement viables? Combien tu charges? Ici, je vois, il y a beaucoup de gens. Ici, beaucoup de gens qui disent par rapport au prix qu'ils doivent demander aux patients. Donc, il y a ce facteur économique qui revient souvent. Oui. Moi, je suis en Belgique. Moi, je fais ce que je veux avec mes honoraires. Donc, c'est pas vraiment... Moi, je charge, allez, je compte par heure, en fait. En fait, dans les deux, je suis collaborateur, j'ai plus mon propre cabinet. Donc, au cabinet, je suis obligé de gérer 200 € par heure. Comment je l'ai fait? Je sais pas. Si je fais un compo qui me prend 1 heure, ça coûte 200 €. Indépendamment de ce que le patient reçoit comme remboursement, assurance privée, oui ou non. Donc c'est assez particulier. Vous n'êtes pas du tout dans la même situation. Donc si vous voulez quand même gérer la chose où il faut pouvoir attester de façon créative et compenser d'une ou d'une autre façon, non, où il faut simplifier la procédure et vraiment se fixer sur ce qui est important. Propreté, étanchéité, point de contact. Ne vous amusez pas à faire des structures et des morphologies bizarres, non? Basiques. Mais je peux vous dire que la digue rend la chose plus simple et plus rapide. Le temps que vous investissez dans la digue, vous gagnez ça de façon énorme. Alors, deux, trois questions brèves et rapides. Ton pinceau, tu peux le stériliser? Pardon? Le pinceau, tu le stérilises comment? Non, je ne stérilise pas. C'est jetable et on peut l'utiliser 2-3... Il est utilisé sous digue, donc ne me cassez pas les pieds avec stériliser un pinceau, là. Hein. Il est utilisé sous digue. Tout le champ a été nettoyé. Je ne touche que le compo et une dent nettoyée avec le pinceau. Après utilisation, je peux le nettoyer à l'alcool et je peux le réutiliser 2-3 fois. Et sinon, c'est jetable. Vous pouvez le stériliser, mais les poils, ils vont se mettre dans tous les sens. J'ai essayé, bien sûr. Et l'assistante a essayé de faire le truc avec le manche en plastique. L'assistante a même essayé de stériliser le téflon en le laissant sur la bobine.
On essaye tout. Pour tes pierres d'Arkansas, alors sur turbine, contre-angle. Oui, elle est avec belge. hausse. Hein, ouais. Ah ouais. Tes pierres d'Arkansas Oui. sur turbine, contre-angle, Non, non. avec ou sans eau. Contre-angle bleu avec eau. Écoute, on a plus ou moins fait le tour. Ouais, On peut encore en poser, ok, d'accord. Quel type d'aide optique tu utilises? Un microscope. Pendant 3 ans, j'ai utilisé... Non, pendant 5 ans, pardon. Pendant 5 ans, j'ai utilisé des loupes 3 fois et demi. Et ces 3 fois et demi, c'était sans lumière. Je regrette que je n'avais pas de lumière, parce qu'on sous-estime l'importance de lumière. Et puis, depuis 10 ans, je fais tout sous microscope. Et quel matériau utilises-tu pour les remontées de marge? Du composite. Ok. Pas de flowable, hein, pas de flowable, hein, pas de flow, mais du composite ou du composite en pâte, n'importe quoi. Tokuyama, GC, Filtech Supreme, n'importe quoi qui est en pâte, qui te permet d'avoir vraiment un contrôle correct. Certainement, si c'est fait à main levée, il te faut un truc qui est suffisamment rigide. Dans des choses un peu plus limites, où il te faut un peu plus de flow, j'utilise bien le GC Genial Universal Flow. C'est pas un flow, mais c'est un compo universel. Mais il est un peu plus flowable. Voilà. C'est ça. Voilà, écoute, voilà, bah ça tombe pile poil. Ouf. Merci Stéphane. Merci. Il te faut ça?